Donc, bienvenue, je m'appelle Gaëlle, je suis la directrice de ThinkSkills et je vais modérer cette session cette dernière session sur la gamification aujourd'hui, cet après-midi. Et avec moi, j'ai Guillaume. C'est ça. Guillaume Tostivin, qui est le directeur associé à Urban Gaming et qui va nous présenter une série de 5 études de cas. Attention, ça va aller super vite, mais c'est très intéressant parce que ça nous présente et répond à beaucoup de questions, parce que nous avons eu des questions au début sur Booklab, sur ce qui vous intéressait, et il y a beaucoup de questions sur quel genre de contenu est mieux pour le serious game et quel genre est moins bien, comment ça marche, dans quel contexte professionnel. Okay. Donc voilà, Guillaume. Parfait. Merci Gaëlle. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être parmi vous et d'intervenir après Succubus et après My Serious Game, qui présente aussi des concepts de gamification particulièrement intéressants. En premier lieu, ce qui est important, je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer notre un peu différenciation et notre ADN. En fait, déjà d'emblée, on ne vient pas du domaine de la formation. On ne vient pas du domaine de la formation. En fait, on vient du domaine de l'événementiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, 11 ans même, Urban Gaming a été les premiers, les pionniers à imaginer des jeux sur tablette tactile quand elles sont apparues. Donc c'était un nouvel outil, un nouveau support. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'imaginer, de transposer des jeux de société, le Trivial Pursuit par exemple qu'évoquait Laurent, les jeux géolocalisés et autres, et bien lors d'événements, des conventions, des séminaires, des formations de 10 jusqu'à 1000 personnes. C'est donc pour la petite histoire. Donc ce qui est important, c'est qu'on vient du monde du présentiel, qui renaît de ses cendres, si j'ose dire, après 2 ans, mais on vient du monde du présentiel. Et en fait, ce qui se passe, c'est nos clients liés au team building nous ont mis en contact avec les directions de formation, les universités d'entreprise, en nous disant « c'est super ce que vous êtes capable de faire en présentiel, est-ce que vous pourriez imaginer la même chose, mais sur des serious games ?» C'est-à-dire vraiment des jeux à enjeu avec des messages à faire passer. Au sein de notre équipe, on a aussi bien des game designers, des animateurs, des concepteurs, donc on a toute la chaîne de valeur pour créer complètement des jeux aussi bien génériques que des jeux personnalisés, encore une fois. Donc chaque année, en fait, depuis 2015-2016, on crée une vingtaine de jeux liés au sujet de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un atelier dessus, parce que vous allez avoir, je pense, tous dans les prochaines années, des jeux, des concepts à imaginer pour sensibiliser les collaborateurs sur des problématiques. Et ça nous a paru intéressant de vous faire des use cases, voilà, en expliquant aussi les différents impacts, et c'est comment on a essayé de mesurer l'appropriation des différents sujets. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un programme de sensibilisation, grosso modo, une fois qu'on investit dessus, grosso modo, il peut durer 2 à 3 ans, donc ça peut valoir le coup en termes de pérennité. Mais surtout aussi, ce qui est intéressant en termes de modèle économique, je me permets, en termes de différenciation, eh bien, venant du monde de l'événementiel, on n'est pas sur la conception du jeu à plus de dizaines de milliers d'euros. Tous les jeux que je vais vous présenter, les 5 use cases, les coûts de conception n'ont pas dépassé 10 000 euros. Juste pour déjà donner un ordre d'idée. Donc, encore une fois, c'est un parti pris parce qu'en fait, on a vraiment mis en place une méthode de gamification et surtout, on est capable d'aller très très vite, en 3 semaines, 1 mois, de créer un jeu de sensibilisation une fois que vous nous le demandez. Donc, tout le monde a donné sa vision de la gamification et je les ai toutes adorées effectivement parce qu'elles correspondent à ce qu'on veut faire passer. Voici la nôtre, je ne la lirai pas plus que ça, mais nous, nos 3 piliers, en fait, on vient du monde du présentiel et du monde du collectif, on se base vraiment sur l'intelligence collective. On se base vraiment sur la diversité des participants, la diversité, je dirais, la synergie qu'il peut y avoir entre les différentes équipes, parce qu'on crée des équipes lorsqu'on fait des jeux en mode présentiel et maintenant en distanciel. Je vais y venir, le HTML5, comme l'évoquait Laurent, a complètement pris beaucoup plus d'importance. Mais une théorie qui nous importe plus, on a parlé un peu de pédagogie tout à l'heure aussi, c'est la théorie des intelligences multiples, celle d'Howard Gardner, qui nous inspire surtout toutes nos conceptions. Howard Gardner a imaginé que nous, en tant que chacun apprenant, on a 6-7 intelligences qui sont plus ou moins développées, c'est-à-dire kinesthésique, logico-mathématique, visuelle, spatiale. Et en fait, l'idée, c'est que si vous avez déjà fait des jeux de société type Time's Up ou type Escape Game, à certains moments, eh bien, une intelligence va être ciblée pour justement résoudre une énigme. Nous, l'idée, c'est justement d'avoir cette diversité
de mécaniques de jeu, de diversité des intelligences pour rendre vraiment le jeu inclusif et que chacun soit engagé, que chacun ait son moment un petit peu, je dirais, dopamine avec le fameux circuit de la récompense de la gamification. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. La théorie des intelligences multiples, c'est vraiment standard à nos différents jeux expérientiels. L'idée aussi, c'est qu'une fois qu'on fait un jeu, souvent présentiel et maintenant aussi en distanciel, on veut faire en sorte qu'il crée des émotions, parce que dès que des émotions sont créées, forcément l'ancrage mémoriel, le fameux Saint Graal qu'on veut avoir tous, l'ancrage mémoriel est complètement facilité. Donc voilà, émotion, c'est le dernier pilier qui est particulièrement important. Rapidement, comme on transforme n'importe quelle situation en un terrain de jeu, on est capable de faire des jeux dynamiques dans n'importe quel bureau, dans n'importe quel lieu réceptif, voilà, donc mettre les personnes en mouvement. Mais on est capable de faire des jeux donc, en distanciel avec notre plateforme HTML5 compatible, donc multi-device. Donc ça, c'est la crise sanitaire nous a incité à porter nos jeux qu'on avait en présentiel en distanciel. Donc maintenant, bonne nouvelle, on a les deux. On est capable d'avoir effectivement un kit type Escape Box en mode statique et aussi d'imaginer un terrain de jeu comme une ville, un musée. On a des parcours, par exemple, sur le leadership au Louvre ou les parcours collaboration au musée d'Orsay. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir cette notion de terrain de jeu pour, avoir le maximum d'impact pour les différents apprenants. Voilà un petit peu en rapide, introduction. Pourquoi les programmes de sensibilisation se démultiplient? On ne va pas se mentir, c'est clair que le contexte est de plus en plus réglementé au sein des entreprises. Vous êtes, en tant que learning manager, de plus en plus pressurisé pour avoir des résultats de déploiement importants, potentiellement des certifications. Et en même temps, le challenge grossit parce que, quelque part, l'expertise doit complètement s'adapter à tous les types de populations, à un plus grand nombre. Avant, c'était 500 personnes, 1000, 2000. En même temps, tous les apprenants, comme je vous le disais, avec la théorie des intelligences multiples, sont différents. On n'apprend pas de la même manière. Et en plus, chaque métier est impacté différemment selon le sujet. Vous ne parlez pas de la même chose sur la partie corruption dans un département achat que sur un département, production. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc, tout se complexifie autour des programmes de sensibilisation. Et aujourd'hui, en 6 ans, au 4, 5, 6 ans, voici tous les sujets sur lesquels nos clients sont venus nous voir en disant « Est-ce que c'est possible de créer un jeu de sensibilisation sur cette thématique ou cette thématique ?» et ainsi de suite. Je pense que tous ici, vous avez été au moins confrontés à une de ces thématiques. Et voici les clients qui nous ont sollicités à chaque fois pour imaginer un jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce jeu qu'on a fait sur mesure, eh bien, on a essayé de le faire en mode générique, après par la suite, tout en essayant de personnaliser. Voici un peu le canevas. Alors, quelle est la bonne méthode en 5 étapes qu'on voit pour mettre en place un programme de sensibilisation? Le premier enjeu, c'est avoir un angle original qui va faciliter la vulgarisation. Vraiment, qui soit vraiment, tout sauf rébarbatif, qui soit vraiment, qui peut être sur le thème des super-héros, qui peut être sur le thème de l'exploration, la joie, la jungle et autres, quelque chose qui vraiment détonne. C'est vraiment avoir quelque chose qui soit innovant et disruptif. Donc ça, c'est un angle éditorial. Aujourd'hui, on a 5 game designers à temps plein dont le but, c'est de brainstormer et selon les sujets, de trouver un sujet. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'était un client nous a demandé un jeu sur le secteur public. Notre game designer a eu l'idée de transposer le code des marchés publics dans l'univers des samouraïs, le code d'honneur au Japon et autres, et ça passe super bien. Ensuite, c'est proposer une modalité collective, parce que je pense que sur un sujet de sensibilisation, on peut l'apprendre tout seul, mais à plusieurs, c'est encore mieux. Engageante et multimodale. Multimodale, c'est-à-dire qu'il va y avoir le dispositif présentiel, le dispositif distanciel, et voire même hybride, les deux. Donc ça, c'est avoir ce dispositif qui est important. Avoir un ancrage expérientiel via l'émotion. À quel moment, effectivement, on va avoir ces momentum qui vont générer de l'émotion et avoir cet ancrage mémoriel. Faciliter le déploiement, parce que c'est bien d'imaginer un jeu, mais après, comment on arrive à le déployer pour atteindre les objectifs de déploiement et de certification, et d'avoir un dispositif pérenne. Et enfin, le sacro-saint Graal, obtenir des fameux Key Performance Indicators et valider les acquis.
cette fois plutôt au niveau individuel, même si on a fait tout le cheminement collectif. Voilà, je dirais, un peu la méthodologie que je vais du coup appliquer à mes 5 premiers cas. J'aime beaucoup ce cas-là. C'était Emmanuel Gonzalez, que j'ai encore vu tout à l'heure, l'ancien directeur de la formation de la Redoute, qui m'appelle en mai 2017 et qui me dit « Guillaume, non, mai 2018, pardon, j'ai un problème, j'ai reçu les 120 slides du cabinet juridique pour mettre en place la loi Sapin 2, mes formateurs font grève. Clairement, ce n'est pas possible, je ne peux pas, je dois former 400 managers, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et du coup, en un mois, on a épluché les 120 slides et on a été en mesure de faire un jeu générique, justement, sur la loi anticorruption, la loi Sapin 2. Et franchement, c'est là où on s'est rendu compte du potentiel qu'on pouvait avoir sur la partie vulgarisation. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que les managers avaient une demi-journée de formation, mais le jeu a été utilisé en amont pour, justement, faciliter l'appropriation du sujet. Donc 400 apprenants, un mois avant le déploiement. Et comment on a appliqué la méthode que je vous ai dit en 5 points? Eh bien, d'abord, on a reçu ces 120 écrans, on les a décortiqués, on a trouvé un univers décalé. Vous allez peut-être rigoler, mais on a utilisé l'univers de Oui Oui à Miniville, qui était corrompu, qui potentiellement pouvait être corrompu avec Finot et Sournois. Et on a imaginé un ton volontairement décalé sur un sujet qui peut me permettre un peu rébarbatif, même si, encore une fois, c'est important d'appliquer la loi Sapin 2. Le deuxième, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un escape game figital. C'est-à-dire, vous vous souvenez, je vous avais dit, on a commencé nos jeux sur tablette tactile. La tablette sert de support digital. C'est-à-dire, c'est le plateau de jeu où vous allez saisir les différentes réponses. Ça, c'était, je dirais, avant 2019, puisque la crise sanitaire ne nous avait pas forcé à mettre en place du distanciel. Mais voilà, on avait des indices virtuels qui étaient complétés avec cette fameuse mallette. Vous avez tous fait des escape games. Le problème de l'escape game, c'est que pour faire un jeu pour 700 personnes ou 1000 personnes, c'est compliqué. On a eu l'idée de kitifier l'escape game dans une box qui soit complètement adaptable et personnalisable. L'idée, c'est que vous avez plein de mécaniques de jeu. On en a là une quinzaine ici. Vous pourrez la voir après sur notre stand, mais on en a en fait 80 dans notre bibliothèque. Et en fait, il y a différentes boîtes dans cette boîte, un peu en mode poupée russe, et vous allez avancer module par module, répondre, je dirais, aux différentes questions, aux différents challenges, et chaque mécanique de jeu va permettre de valider, entre guillemets, un acquis. Et la résolution d'énigmes va se faire de manière collective, entre celui qui aura la tablette et l'équipe qui va fouiller, qui va chercher, qui va essayer de trouver la petite lampe à UV qui va permettre de faire apparaître un mot magique, un ventilateur USB qui va permettre de générer un code secret. Vous voyez, notre ADN est très, très événementiel, présentiel, mais je vous rassure, on a réussi à transposer ça au mode distanciel. Donc l'idée, c'est ça, c'est un escape game figital, mallette et tablette, en amont de la formation présentielle. Du coup, on crée un ancrage expérientiel via l'émotion. C'est vrai que cette boîte peut volontairement surprendre. Et forcément, on met des cas pratiques qui nous avaient été remontés par la Redoute et qui étaient particulièrement intéressants, qui s'adaptaient. Ça, c'est toute une partie personnalisation qu'on est capable de faire en fonction de votre secteur d'activité. Puisque après avoir fait le jeu pour la Redoute, le CNES nous a demandé le même et forcément, les cas pratiques étaient complètement différents. Donc on avait réussi un peu à templétiser, vous voyez, le jeu de sensibilisation et insérer les cas pratiques liés à notre client. Ensuite, c'est bien de faire le jeu, mais après, il faut arriver à l'internaliser. Du coup, on a fait tout un module de formation et on a formé les formateurs, forcément, à être Game Master pour justement déployer et du coup, l'objectif a été atteint puisqu'en 2 mois, en 2 mois et demi, les 400 managers ont pu être formés par les formateurs sur la loi Sapin 2. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a évidemment créé un petit quiz post-session pour valider les acquis. En termes d'impact aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous les process qu'avait mis en place la Redoute étaient aussi intégrés dans le jeu. Comment lancer une alerte liée à la corruption, comment trouver les informations dans l'intranet. Et donc, une mesure d'impact que j'ai trouvé intéressant, c'était de dire que l'augmentation de sollicitation sur les cas de conformité, en disant « je suis conforme, je ne suis pas conforme », a augmenté de plus de 20% sur l'année qui a suivi la mise en place du jeu loi Sapin 2.
Donc quelque part, ça voulait dire que les collaborateurs avaient été sensibilisés, le pari était gagné, il y avait plus de demandes de la part de côté conformité du coup, même certains ont fait plusieurs sessions par la suite pour pouvoir ancrer vraiment le message. J'avoue que refaire le jeu plaisait à pas mal de personnes. Voilà, quelques visuels avec des cas pratiques, un cas qui se passait en Chine, comme qu'est-ce qu'on devait faire, des situations, le code de conduite qui était en puzzle qu'il faut réagencer, un code Morse qui va donner un mot qui va être très important. Encore une fois, un message clé, une mécanique de jeu pour pouvoir l'associer. Deuxième cas client, Schneider Electric, eux, c'est un autre type de conformité, mais c'était à la demande du département RH et Data Privacy pour sensibiliser à la RGPD. Donc là, l'idée, c'est qu'on s'est basé sur tous les concepts de la CNIL, avec qu'est-ce qu'une donnée personnelle, qu'est-ce qu'une donnée sensible, comment catégoriser les différentes données. Donc on a pu se baser aussi bien sur le référentiel de la CNIL que des objectifs de Schneider Electric. Là, grosso modo, l'objectif, c'était d'avoir 300 apprenants au niveau national et européen, mais aussi l'idée, c'était que, vous allez voir, le concept, c'était vraiment qu'il puisse être déployé dans tous les différents pays et de s'adapter sur la partie locale côté RGPD. Là, on a eu un peu plus de temps que le 1 mois, on a eu 3 mois entre le moment où on a eu, je dirais, la demande et confirmé et le déploiement. Donc, pareil, la méthode. Là, on a pris un univers qui a repris Matrix, encore une fois, qui plaît bien à tout le monde. L'idée, c'était que, grosso modo, le monde qu'on évoluait était complètement, je ne vais pas dire, un peu corrompu côté données, et vous étiez recruté par une sorte de rébellion qui voulait justement avoir une conformité en termes de données. Donc, la même chose avec un escape game digital, mallette et tablette, des situations métiers spécifiques intégrées en amont. Encore une fois, sur cette spécificité de ce cas-là, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la formation Train the Trainer, puisqu'on a vraiment fait former 10 formateurs, ensuite redonner tous les kits, donner toute je dirais, la méthodologie pour qu'ils puissent être complètement autonomes et indépendants. Pour la Redoute, on était là les premières sessions. Là, dès le début, il y avait un objectif d'autonomie. Pour les mesures d'impact, il y a eu la mise en place d'un mémento pour valider les acquis qui reprenaient l'univers graphique de Matrix. Grosso modo, 300 managers étaient exposés à la RGPD. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont dit, 1 an plus tard, ils avaient prévu un budget de formation présentielle à la RGPD. Grâce à ce dispositif et à la formation Train the Trainer, eh bien, ils ont pu économiser à peu près 30% par rapport à ce qu'ils avaient prévu. J'avance sur le cas. Là, voilà encore une fois l'univers un peu graphique associé à ça. Donc, comment placer les différentes données, des quiz, des cadenas aussi à déverrouiller, que ce soit digitaux ou aussi bien dans la mallette. Le troisième cas concerne Système U, donc sur le sujet de la RSE. Donc là, les enseignes U voulaient vraiment un jeu qui puisse sensibiliser les différents collaborateurs sur tout ce qui était fait sur U en scène, donc qu'ils puissent savoir ce qui était fait au niveau groupe. Là, l'idée, c'est qu'ils avaient 5 engagements donc, qui sont indiqués juste ici. Donc, comment effectivement sensibiliser, comment intégrer ces différents engagements et les faire connaître au sein du groupe. Là, le périmètre était national et on a eu 1-2 mois, grosso modo, entre le moment où on a eu la demande et l'implémentation. Là, on a utilisé, un peu comme My Serious Game, c'est vrai que le côté exploration plaît bien, l'univers de la jungle, découverte d'îles méconnues, en plus le côté, je dirais, RSE s'y prêtait bien. On a mis toute une ambiance sonore et vidéo. Là, le jeu était 100% en distanciel, parce que c'était en 2020 et donc du coup, avec la crise sanitaire, on s'était adapté et on avait mis en place la plateforme HTML. Donc, on a pu rajouter énormément de médias à côté de ça. Le jeu était cette fois, par contre, individuel. Le jeu était individuel, mais en format concours. Et ça, je me permets de faire une petite pause. En format concours, c'est toujours intéressant parce que vous devez former, sensibiliser vos collaborateurs sur un sujet. Dès que vous mettez une gratification, un concours ou un sujet, sur un sujet qui peut être un peu rébarbatif,
et bah, tout de suite, ça prend beaucoup plus. Vous allez voir avec le 4e cas, c'est encore plus prenant. Et donc, il y avait une sorte de concours avec un règlement à accepter et un classement par entité. C'est-à-dire que toutes les performances des collaborateurs étaient agrégées dans un dashboard et donc chaque entité pouvait voir la performance de ses collaborateurs sur l'appropriation des sujets RSE de U Enseigne. Ce qui était intéressant, c'est que aussi ils ont utilisé le jeu, le concours, à la fin, de manière subtile, en disant « vous avez été sensibilisés » et le côté call to action, qui veut être ambassadeur ? Qui veut être ambassadeur auprès de telle population ? Donc ça, ils ont subtilement, ensemble bien sûr, on a conçu le moyen de pouvoir faire qu'ils soient ambassadeurs, notamment en faisant une contribution bonus pour les participants. Ils devaient eux-mêmes trouver des idées qu'ils mettaient dans un PowerPoint et qui étaient agrégées par la plateforme et qu'on a ensuite complètement synthétisé. Donc là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que non seulement on sensibilise, mais aussi on implique et on essaye de recruter des ambassadeurs sur une thématique de sensibilisation. On a réussi à faciliter donc forcément le déploiement. Le jeu a été ensuite générique parce qu'il y a eu une partie un peu événementielle. Il y a eu 3 semaines de concours et après le jeu a pu se faire de manière non en format concours. On a eu 700 collaborateurs qui ont joué donc, au jeu qui s'appelait Cap RSE. Les 30 meilleurs ont été récompensés par des lots symboliques liés à la RSE et un taux de satisfaction de 89%. J'avance. Là, quelques visuels donc, sur l'île. On a repris plein de thématiques, effectivement, sur le thème de koh Lanta, sur Lost ou autre. Mais à un moment, il y avait des rencontres assez surprenantes avec un pêcheur, avec une tribu. Voilà. Donc, vous voyez aussi, le pêcheur souhaite maintenant savoir ce que vous allez faire à titre personnel. Écrivez votre réponse. Une réponse vous rapportera 20 points. Donc, autant de choses autodéclaratives. Le 4e cas, Mazars. Effectivement, décidément, Mazars est à l'honneur cet après-midi, après My Serious Game, où My Serious Game travaille avec les départements formation. Nous, c'est été avec le département RH, ressources humaines. J'ai trouvé que le cas était assez intéressant de vous porter. C'est le département RH et carrière voulait sensibiliser leurs futurs collaborateurs, si j'ose dire, vous allez comprendre, aux nouvelles technologies et aux nouveaux métiers qu'ils mettaient en place. Ça, c'est un vrai sujet, c'est quels sont les métiers que j'ai au sein de mon entreprise. C'est aussi un sujet de sensibilisation important. Et donc, il y avait l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, la cybersécurité. C'est des nouveaux métiers que Mazars développe, mais sur lesquels on ne pense pas spontanément, puisqu'on pense généralement à l'audit. Et donc, là, le dispositif devait permettre de vulgariser toute cette nouvelle technologie auprès des étudiants ingénieurs qui souhaitaient être recrutés par Mazars. Donc, c'est une autre cible de sensibilisation. Et je les appelle quand même des apprenants, mais ce qui est très intéressant avec le dispositif qui s'est appelé Take Me Out, on a pu faire 3 saisons. 3 saisons, on va avoir une 4e saison au mois de septembre, où il y a eu à peu près 400 participants. L'idée, là, on a repris un univers scientifique avec le côté toile, web, des connexions, des fibres, plein d'indices qui étaient cachés dans une carte virtuelle. Et on a utilisé un thème à la mode actuellement, le thème de Lupin, avec vous m'avez vu, je vous ai pas vu, ainsi de suite, le côté vol, coupable à démasquer. Donc tout cet univers a été orchestré et on a créé carrément un tournoi hybride, où en gros, une sorte de Ligue des champions, où les écoles d'ingénieurs devaient créer une équipe, participer, postuler, être sensibilisés aux différents métiers et potentiellement, à la clé, assister à un événement entre guillemets présentiel, cette fois, une finale, où il n'y avait que les 40, 50 meilleurs sur les 400. Ils étaient accueillis au sein de Mazars et ils avaient un nouveau jeu, cette fois présentiel, avec un concept physique, pour justement remporter potentiellement la grande finale. Donc, ce qui est intéressant, c'est une saine compétition avec l'appui d'experts issus de Mazars qu'ils ont pu voir en vidéo et aussi in situ. On a réussi à s'adapter avec la crise sanitaire côté présentiel, distanciel ces 2-3 dernières années. On a pu mettre à jour les épreuves, mais ce qui est intéressant en termes d'impact, c'est qu'ils ont eu plus de 50% de candidatures spontanées suite à ce jeu. Et puis aussi la répétition des notions à chaque séquence du tournoi. Il y a eu la possibilité de pouvoir le refaire à titre individuel. 1 minute ?
Du coup, jeu disponible en mode tournoi. Voilà, là on est capable de complètement faire un système d'inscription, d'administration, un lancement du jeu, un calendrier, un classement live. Donc pensez à la modalité tournoi, parce que ça, dès qu'il y a un sujet rébarbatif, ok, c'est imposé. Et ben non, dès qu'on gamifie avec ce dispositif-là, on renverse la situation. Et désolé, le dernier, c'était le cas Enedis lié à la sécurité. Les sécurités et cybersécurité, c'est particulièrement important. Là, grosso modo, on travaille avec tout le département Enedis, notamment pour... on a créé plus de 150 kits cette fois, des petits escape bags. On a créé en fait tout un jeu, une enquête immersive pour retrouver un collègue qui avait disparu. Et c'était surtout les sujets de sécurité. Là, un dispositif hybride, un kit à l'accès à la plateforme, des sessions synchrones, donc des sessions événementielles. Et encore une fois, on a pu faire une version par grandes entités, mais aussi une version modulaire, puisque là, on est en cours de déploiement. Il y en a qui font le jeu sur 5 semaines, il y en a qui font le jeu sur 1h30. Voilà. On a aujourd'hui 150 kits qui nous ont été commandés et qui sont déployés au niveau national. Voilà le timing. Merci beaucoup, Guillaume. C'était une excellente présentation. Merci. Et vraiment, vous avez vraiment apporté de la vie à la gamification. Absolument. On a une petite minute, on a 2 petites minutes pour prendre des questions, si vous en avez. Sinon, le WooClap est toujours ouvert, wooclap.com/SYBAOI. Donc, vous pouvez les envoyer. Et comme de toutes les façons, on va devoir sortir très rapidement, vous pouvez attraper Guillaume. Je crois que son on est stand juste en face. pas loin du tout. Voilà. On est juste en face. Et discuter avec lui et son équipe et les équipes des présentateurs précédents. Donc, s'il y a des questions. Des questions? Non? Non, bah, c'est la pause café. Hein. Bah, forcément. Voilà. Merci de m'avoir à tous. écouté. Et encore une fois, faites vos jeux. Merci à bientôt. à tous. C'était une session très intéressante et j'espère que ça vous a inspiré et que vous allez vous lancer.